L'homme qui a découvert l'Amérique. Ouais, généralement, c'est à ça que l'on résume la vie de Christophe Colomb. Et pourtant, c'était un homme bien plus complexe. Navigateur génois au service de la couronne d'Espagne parti vers l'ouest pour ouvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes, Christophe Colomb a également laissé à la postérité une image bien plus sombre, et encore aujourd'hui controversée. Décrit comme un véritable tyran envers aussi bien les Indiens que son équipage, perdu entre ses ambitions, sa foi et sa loyauté envers Ferdinand et Isabelle, voici qui était réellement Christophe Colomb. Christophe Colomb naît à Gênes à une date inconnue au cours de l'année 1451. Il est fils d'un tisserand et prend la mer pour la première fois à l'âge de 12 ans, et il prend rapidement goût à la vie sur l'eau. Il devient navigateur, marchand et apprend la cartographie en autodidacte. Dans sa jeunesse, il découvre aussi ce qui va lui transmettre une passion pour le voyage et l'Asie, lorsqu'il lit le livre des merveilles de Marco Polo. À cette époque, de nombreuses ressources sont importées d'Asie, comme l'or, la soie, les pierres précieuses et les épices. Mais ce commerce entre l'Europe et l'Asie, qui dure depuis l'Antiquité, est chamboulé lorsque Constantinople, véritable carrefour commercial pendant tout le Moyen-Âge, tombe aux mains des Ottomans de Mehmed II en 1453. Et il faudra attendre 1498 lorsqu'un certain Vasco de Gama ouvre une route commerciale vers l'Asie en longeant l'Afrique, en passant par le cap de Bonne-Espérance. Pour pallier à ce problème, Colomb souhaite quant à lui se tourner vers l'ouest, pour ouvrir une nouvelle route commerciale plus directe sans avoir à passer par tous les comptoirs commerciaux qui font grimper les prix. Aussi, il souhaite que cette route contribue à renforcer les royaumes chrétiens, pourquoi pas relancer une nouvelle croisade à destination de Jérusalem. Avec, selon la prophétie, il faut reprendre Jérusalem et le tombeau du Christ pour déclencher son retour sur terre, et avec ça, la fin des temps. Cette expédition n'est donc pas que motivée par le commerce, elle a aussi un but spirituel. Mais il fait face à deux problèmes de taille. Déjà, on ne connaît pas encore exactement la circonférence de la Terre, mais certains ont tenté de la calculer depuis l'Antiquité, et c'est à l'époque de Colomb que l'on redécouvre par exemple les travaux de Ptolémée, un astronome grec du IIe siècle. Colomb va quant à lui, pour faire ses calculs, s'intéresser aux travaux de Marin de Tyr, qui datent du 1er siècle. Selon lui, et c'est ce que va croire Colomb, parce que ça va dans son sens, la circonférence de la Terre est de 30 000 km. Sauf qu'en réalité, on sait aujourd'hui qu'elle est de 40 000 km. Une sacrée différence qui aurait pu foutre en l'air totalement l'expédition de Colomb. D'ailleurs, si l'Amérique ne s'était pas trouvée entre l'Europe et l'Asie, ces marins seraient morts de faim. Ah, et aussi, contrairement à une idée reçue, la croyance selon laquelle la Terre serait plate, déjà au Moyen-Âge, personne n'y croit. Ça découle juste de la vision obscurantiste du Moyen-Âge qui nous vient du 19e siècle. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, la thune. Faut bien le financer ce voyage. Puisqu'en Italie il ne convainc personne, il se tourne en 1484 vers le Portugal, où c'est aussi un échec, puis vers l'Espagne qui vient de terminer la Reconquista, et qui a bien envie de continuer à s'étendre. Après des années à subir les moqueries, il est enfin entendu, grâce au soutien d'un ami franciscain, le frère Juan Pérez, qui écrit à Isabelle la catholique, femme de Ferdinand, roi de Castille et d'Aragon, pour lui parler de l'idée de Colomb. Colomb va être invité à un conseil en 1491 pour discuter de son projet. Les savants de la cour continuent de se moquer de lui et jugent ses calculs, à raison, bidons. Mais le roi, la reine et une partie de leur entourage sont pendus aux lèvres de Colomb. Ouais, même s'il dit beaucoup d'âneries, il sait être convaincant. En mars 1492 va avoir lieu un second conseil. Après des discussions bien animées sur la faisabilité du voyage de Colomb et des désaccords au sein même du couple royal, Colomb obtient 3 caravelles et une lettre de marque du roi Ferdinand, stipulant qu'il est nommé, je cite, vice-roi et gouverneur de toute terre ferme et île qu'il découvrira. Bon, 3 caravelles c'est peu, mais il a de quoi partir plutôt confiant. Et voici comment au matin du 3 août 1492, la Santa Maria, la Niña et la Pinta, avec de grandes croix rouges brodées sur leurs immenses voiles, prennent le large. Navigateur expérimenté, avec l'aide d'un nouvel instrument venu de Chine, la boussole, Colomb commence par redescendre en direction des îles Canaries, avant de suivre les alizés, ces vents puissants le long de l'équateur. Un chemin que peu de marins avaient osé prendre par le passé et qui permet à Colomb de gagner du temps.
Le voyage se passe en grande partie sans encombre, malgré quelques moments de panique lorsque les caravelles traversent une mer d'algues qui semble ralentir les navires, ou lorsque le gouvernail de la Pinta est saboté par son capitaine, qui juge le voyage trop long à son goût. Et il n'est pas le seul. Avec le temps, l'équipage trouve le temps long, Cipango, l'endroit que vise Colomb et qui correspond au Japon décrit par Marco Polo, semble encore loin. Colomb se montre même brutal avec son équipage, qui menace de se mutiner et qui lui pose un ultimatum. Si au bout de 3 jours ils n'ont pas aperçu la Terre, ils doivent faire demi-tour. Alors pour remotiver son équipage, Colomb promet une prime au premier qui apercevra la Terre. Et c'est justement 2 jours après le début de l'ultimatum qu'un marin du nom de Rodrigo de Triana voit apparaître depuis le mât une île. Colomb ne lui donnera jamais la prime. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492 que la Terre est en vue pour la première fois. Et c'est aux premières lueurs du jour que Colomb et ses hommes accostent après plus de 2 mois d'un long et dangereux périple. Ils pensent avoir découvert les îles au large de Cipango, qu'ils nomment Fernandina, San Salvador et Santa Maria de la Conception. Tout ça alors qu'il est en réalité très loin du Japon. Il vient en fait de débarquer aux Bahamas. Il fait la rencontre d'autochtones. D'après Colomb, il semble craintif, mais aussi doux et pacifique. Il ne semble ni connaître les armes contendantes, ni les armes à feu qui les terrifient. Par contre, il semble bien posséder des ressources précieuses aux yeux des Européens. Surtout, l'or. Alors il continue donc vers le sud, jusqu'à l'actuel Cuba qu'il ne désigne pas comme une île, et pense que c'est une extrémité de la Chine. Puis il continue vers les actuels Haïti et République dominicaine, qu'il croit être Cipango. Mais manque de chance, le soir de Noël, la Santa Maria s'échoue, et 39 marins sont contraints de rester coincés sur l'île où Colomb ordonne que l'on bâtisse un fort avec les restes de la Santa Maria, qu'il nomme le fort de la Nativité. Il repart avec le reste de son équipage et promet de revenir. Au passage, Colomb capture quelques Indiens, évidemment sans leur demander leur avis, et reprend la mer en direction de l'Espagne le 4 janvier 1453. En mars, Christophe Colomb est de retour et retrouve Ferdinand et Isabelle en avril. En Espagne, c'est la gloire qu'attend Colomb. Il est reçu en héros, il est fait amiral et vice-roi des Indes, et ramène avec lui de l'or, de la nourriture, des Indiens qui fascinent la cour, et le plus important, la nouvelle qu'une route commerciale entre l'Europe et l'Asie par l'ouest est possible. La nouvelle se répand dans toute l'Europe, et Colomb, avec cette fois-ci un peu plus d'enthousiasme de la part de ses 2 souverains, commence à monter une seconde expédition. Colomb repart pour un second voyage le 25 septembre 1493, avec cette fois 17 caravelles, et un équipage bien loin de son premier, qui était alors composé quand même de pas mal de marins repris de justice. Cette fois-ci, c'est avec des marins plus expérimentés, du bétail, des chevaux, des paysans, des soldats et des religieux que Colomb lève l'ancre. Signe de la volonté déjà très présente chez les Espagnols de vouloir s'installer durablement sur ces îles, et donc de coloniser, et aussi d'empêcher les autres Européens d'y mettre les pieds. Arrivé dans les Caraïbes, il découvre ce qui correspond aujourd'hui à la Guadeloupe, avant d'aller chercher ses hommes laissés 11 mois plus tôt. Mais à son arrivée, Colomb constate que le reste de son équipage a été massacré par les Indiens, et le fort de la Nativité incendié. Sans doute en représailles de nombreux méfaits commis par ces marins. Après ça, il se dit qu'une cohabitation pacifique ne sera pas possible, et ça, de toute façon, ça l'arrange. Colomb est avant tout un marchand, et davantage intéressé par les richesses des Indiens, alors pas besoin de nouer une relation de confiance. Il agit avant tout pour ses intérêts et ceux de la couronne espagnole, même si cela implique une domination totale sur les Indiens, qui, d'après Colomb, sont faits pour être commandés. C'est aussi pendant ce second voyage qu'il fonde la ville d'Isabela Hispaniola, première colonie espagnole dans le Nouveau Monde. Et à peu près au même moment va avoir lieu un événement majeur, le traité de Tordesillas, signé le 7 juin 1494 entre l'Espagne et le Portugal, qui se partagent ces nouvelles terres entre eux. En gros, une délimitation est tracée au milieu de l'Atlantique, tout ce qui se trouve à l'ouest va aux Espagnols et à l'est aux Portugais. Ouais, il y a des millions de personnes qui y vivent depuis des siècles, mais rien à battre. Évidemment que ce traité ne sera pas respecté. Français et Anglais ne vont pas se gêner pour s'installer en Amérique. Mais revenons à Christophe Colomb. Le 30 mai 1488, il repart pour un 3e voyage. Voyage qui va être celui de la désillusion. Il doute, il ne sait plus s'il est vraiment en Asie ou sur un 4e continent, mais un continent qui normalement ne devrait pas exister, d'après ses calculs. Alors il se met à croire qu'il a peut-être découvert l'entrée du paradis, que ce n'est peut-être pas à Jérusalem que commencera la fin des temps. Bref,
il est paumé. Va alors avoir lieu des épisodes violents, de meurtres, pillages, massacres et de viols. Il tente d'instaurer une sorte d'esclavage à Hispaniola, et les rumeurs sur sa cruauté arrivent jusqu'en Espagne, où la reine Isabelle décide d'envoyer un moine pour espionner Colomb. Dans son rapport, le constat est sans appel. Il évoque les nombreuses exactions commises par Colomb à l'encontre des Indiens. Du fait de sa violence et de sa gestion désastreuse de la colonie, il est finalement destitué en août 1500 et ramené enchaîné en Espagne. Ce qui casse du coup un peu l'image du grand navigateur qui a découvert l'Amérique comme on nous l'a appris en primaire. Là on a plutôt l'image d'un homme cruel, avide de pouvoir et de richesse. Commence alors 2 années de disgrâce. Une éternité pour Colomb. Pendant tout ce temps, il vit dans un monastère franciscain. Il est tourmenté et obsédé par cette idée de trouver un passage vers les Indes. Alors il réussit à nouveau à convaincre Ferdinand et Isabelle, et le 9 mai 1502, Colomb repart pour son 4e et ultime voyage. Arrivé dans les Caraïbes à la fin juin, début août, il longe avec ses 4 caravelles les actuels Honduras et Panama, à la recherche d'un détroit qu'il ne trouvera jamais. Et en même temps, il n'y en avait pas. Et pour ça, il faudra attendre 1914 et l'ouverture du canal de Panama. Christophe Colomb est désespéré. Lui et son équipage sont à bout de souffle lorsqu'une violente tempête contraint l'expédition à se réfugier sur une île, où il reste coincé pendant 1 an avant l'arrivée de navires espagnols pour les secourir. De retour chez lui, bien loin des moments qui ont fait sa renommée et sans jamais avoir pu savoir s'il avait bel et bien découvert un nouveau continent, il meurt le 20 mai 1506 à 54 ans. Navigateur hors pair et à la fois véritable tyran, si était vraiment mentionné comme ça à l'époque, j'espère vous avoir montré que Christophe Colomb était un personnage complexe et controversé déjà de son vivant. Déjà, c'est avec Colomb que débute la disparition des Indiens d'Amérique, de par leur exploitation, mais surtout avec le choc microbien, ces maladies qui amènent les Européens avec eux et qui vont décimer les populations autochtones, puis s'en suivra ensuite la traite négrière, etc. Et puis non, il n'a pas découvert l'Amérique à proprement parler, puisque des peuples avaient traversé le détroit de Bering 30 000 ans avant Colomb. Et si on veut parler d'exploration européenne, on a par exemple le viking Leif Erikson qui foule le sol d'Amérique du Nord au Xe siècle. Mais Colomb a néanmoins ouvert la voie à de nombreux navigateurs, qui se serviront de ses notes et de son expérience pour tracer des routes plus sûres, et il a changé à jamais la façon dont les Européens percevaient le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, à me suivre sur Twitter, Instagram, à soutenir la chaîne sur Utip, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.